Bonjour tout le monde, que vaut vraiment le MDR? Le MDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, qu'en français on appelle intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires, est une forme de psychothérapie développée par Francine Shapiro en 1987. Le MDR se concentre principalement sur le traitement du trouble de stress post-traumatique, mais elle est également utilisée pour d'autres troubles psychologiques et elle reste controversée. Pour me faire un avis, j'ai consulté la littérature scientifique, les sites officiels des praticiens comme l'association EMDR France ou EMDR Europe, un rapport de l'INSERM et des contenus critiques publiés par des associations de défense contre les pseudosciences et les fausses médecines. Je vous rappelle que je n'ai aucun conflit d'intérêt, aucun lien d'intérêt, et que comme vous, j'ai tout à gagner à savoir reconnaître une médecine efficace d'une autre qui ne marche pas, afin de faire les bons choix pour moi et pour aider mes proches à en faire autant. Une pratique peut me sembler bizarre, mais fonctionner malgré tout, auquel cas je ne serais pas raisonnable de la rejeter, et au contraire, une pratique peut me sembler parfaitement bonne et recommandable, mais s'avérer ne pas apporter les bénéfices qu'elle revendique, et alors je ne serais pas raisonnable si je lui accordais ma confiance. Avec le MDR, nous sommes sur une pratique un peu différente de ce que nous avons vu dans les épisodes précédents. Je ne saurais trop vous conseiller de rester jusqu'à la fin de l'épisode. Partie 1, les origines. Le site EMDR France nous livre le récit de la découverte de cette pratique, ouvrons les guillemets. C'est Francine Shapiro, psychologue américaine, qui a trouvé en 1987 un moyen très simple de stimuler un mécanisme d'auto-guérison présent en chacun de nous. Ce mécanisme neuro-émotionnel, déclenché par les mouvements oculaires, permet de dépasser les vécus traumatiques non digérés responsables de divers symptômes, parfois très invalidants. On peut ainsi soigner des séquelles traumatiques, même de nombreuses années après. Plus de 2 millions de patients dans le monde ont bénéficié de la thérapie EMDR. La thérapie EMDR a fait l'objet de nombreuses études scientifiques internationales. Elle est reconnue dans le traitement du trouble de stress post-traumatique par l'OMS, par l'INSERM et la Haute Autorité de Santé. Fin de citation. La page Wikipédia de Francine Shapiro nous informe qu'elle a découvert l'effet bénéfique des mouvements oculaires au cours d'une promenade dans un parc en 1987. Dans un billet de l'AFIS en 2008, Nicolas Gauvry, chercheur en sciences cognitives, présente les choses sous un angle un peu plus mordant. Je cite, « La légende raconte que dans les années 80, une étudiante en psychologie, Francine Shapiro, a vécu une illumination lors d'une promenade. Tout en marchant, elle s'avisa que ses pensées négatives diminuaient d'intensité chaque fois qu'elle bougeait rapidement le regard latéralement. Les bases de l'EMDR, un courant désormais rentable, étaient posées. Wikipédia nous dit également, en 1994, Francine Shapiro reçoit l'Award for Distinguished Scientific Achievement in Psychology. Et en 2002, elle se voit décerner le prix Sigmund Freud par l'Association mondiale de psychothérapie et par la ville de Vienne. L'argument d'autorité est à double tranchant car le nom de Sigmund Freud n'inspire pas vraiment confiance à ceux qui accordent de l'importance à la rigueur scientifique. Mais le fait est que le MDR fait école et qu'elle est largement pratiquée aujourd'hui par des professionnels, mais pas seulement par des professionnels, et ça, on va devoir y revenir. Partie 2, disons un mot du Post-Traumatic Stress Disease, le trouble de stress post-traumatique, qui est un trouble anxieux sévère qui peut survenir après l'exposition à un événement traumatique ou extrêmement stressant. Ce trouble est une réaction bio-neurophysiologique consécutive à une situation durant laquelle l'intégrité physique ou psychologique du patient ou celle de son entourage a été menacée ou effectivement atteinte. Ce trouble est caractérisé par des réponses psychologiques intenses qui perturbent la vie quotidienne de l'individu. Les symptômes principaux sont les suivants. 1.
intrusion ou revécu du traumatisme, les personnes atteintes revivent souvent le traumatisme à travers des flashbacks, des cauchemars ou des pensées intrusives. Ces souvenirs sont souvent accompagnés de détresse émotionnelle intense et de réactions physiques comme la transpiration ou un rythme cardiaque rapide. 2. Évitement. Les individus avec PTSD évitent activement les situations, les personnes ou les objets qui rappellent le traumatisme. Cela peut aussi inclure l'évitement des pensées et des sentiments associés à l'événement. 3. Hyperstimulation. Les personnes atteintes de PTSD souffrent de symptômes d'hypervigilance, ce qui entraîne des difficultés de concentration. Elles peuvent être agitées, irritables et sujettes à l'insomnie. Le trouble de stress post-traumatique peut entraîner des changements négatifs dans les croyances et les émotions. Cela inclut une vision pessimiste du monde, des sentiments persistants de peur, de honte, de culpabilité et des difficultés à éprouver des émotions positives. Actuellement, ce trouble est traité à l'aide d'antidépresseurs et ou de psychothérapie, notamment la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, la thérapie d'exposition et donc par le MDR. Revenons donc au sujet. Quelle est la théorie derrière le MDR? Alors, pour tout vous dire, la réponse à cette question sur le corpus théorique me semble très floue, après avoir lu et recherché et m'être documenté. La théorie est centrée sur le retraitement des souvenirs traumatiques via des processus neurobiologiques et cognitifs, facilitant une résolution adaptative des expériences perturbatrices. Voilà ce que je peux vous résumer. Regardons ce que l'INSERM en dit dans un billet publié en 2023. Comment cette thérapie fonctionne-t-elle et d'où proviennent les bénéfices observés chez les patients atteints de stress post-traumatique? Cette question demeure centrale à l'heure actuelle pour bien comprendre les effets de l'EMDR et étendre ses applications, et il n'y a pas encore de réponse claire. Des travaux en neuroimagerie menés par une équipe française, Source, ont montré que les stimulations pratiquées pendant la séance de MDR activent et synchronisent de larges réseaux de neurones localisés dans les structures cérébrales impliquées dans le traitement émotionnel, de l'information et dans la mémoire. Ce processus favoriserait la transformation des réseaux de neurones qui sous-tendent le souvenir traumatique et en atténuerait la portée en permettant au patient de mieux intégrer l'information selon laquelle il est désormais en sécurité. Une autre piste souligne que le MDR reproduirait les saccades oculaires observées dans le sommeil paradoxal et activerait donc les mêmes mécanismes de cette phase du sommeil. Or, on sait que cette phase du sommeil remplit de nombreuses fonctions et notamment la consolidation de la mémoire. Alors que le sommeil des personnes souffrant de stress post-traumatique est souvent perturbé, l'utilisation de l'EMDR permettrait de rétablir des mécanismes normaux de consolidation des souvenirs en réduisant leur portée traumatique. Autrement dit, l'EMDR reproduirait ce que le cerveau fait pendant le sommeil paradoxal pour l'aider à traiter les informations d'une manière plus appropriée. Notez bien l'usage du conditionnel dans ces spéculations intéressantes, mais qui restent à tester. En raison de ce flou, je ne m'attarderai pas sur le déroulement d'une séance ou sur les mécanismes d'action. Nous allons directement passer à l'étape de la consultation de la littérature scientifique qui, comme toujours, sera notre point de repère pour se faire un avis. Puisqu'il existe plus de 20 000 études sur le MDR, on trouvera évidemment des publications qui disent une chose et son contraire. À moins de toutes les lire, il faut se tourner vers les méta-analyses qui font des synthèses des résultats afin d'établir un état des connaissances. La référence reste le travail de l'organisation Cochrane qui a publié 2 synthèses, l'une en 2013, l'autre en 2020. Et voici la conclusion des auteurs de la synthèse de 2013.
deux points, ouvrons les guillemets, les données probantes relatives à chacune des comparaisons effectuées dans le cadre de cette étude ont été jugées de très faible qualité. Ces données ont montré que la TFCBT, alors Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy, donc la thérapie cognitivo-comportementale axée sur les traumatismes, donc la TFCBT individuelle et le MDR, étaient plus efficaces que la liste d'attente ou les soins habituels pour réduire les symptômes du stress post-traumatique évalués par le clinicien. Bien qu'un nombre substantiel d'études ait été inclus dans l'analyse, les conclusions sont compromises par des problèmes méthodologiques évidents dans certaines d'entre elles. La taille des échantillons était faible et il est évident que de nombreuses études n'avaient pas la puissance nécessaire. Les données de suivi étaient limitées, ce qui compromet les conclusions concernant les effets à long terme du traitement psychologique. Donc on a une conclusion qui est positive, mais qui est extrêmement mesurée et qui rappelle les limites. La synthèse de 2020 confirme la précédente, deux points, ouvrons les guillemets. L'augmentation récente du nombre d'essais cliniques randomisés portant sur les thérapies psychologiques du syndrome de stress post-traumatique permet de recommander avec plus de certitude la TCC et le MDR comme traitement de première intention. Bien. Depuis ces synthèses, 2013-2020, d'autres travaux sont sortis et je vais vous en lire les conclusions. En 2021, le traitement a réduit de manière significative les symptômes de traumatisme, effet important, et les problèmes de comportement extériorisés, effet moyen. L'âge et le type de contrôle ont modéré les effets du traitement. Le traitement était plus efficace chez les adolescents plus âgés. En 2024, il existe des preuves de l'effet bénéfique, à court terme, des interventions EMDR précoces sur les symptômes post-traumatiques. Bien qu'il semble s'agir d'un choix thérapeutique sûr, il est nécessaire de réaliser davantage d'études incluant des données pour la sécurité. En 2024, on nous rappelle que la sécurité n'est pas une donnée qui est connue. Également, en 2024, je cite, « L'étude actuelle n'a pas trouvé de différence significative entre le MDR et d'autres traitements psychologiques. » Ajoutons que le MDR est reconnu comme efficace pour le traitement des syndromes post-traumatiques par l'INSERM depuis 2004, recommandé par la Haute Autorité de Santé qui intervient dans la validation des soins médicaux depuis 2007 et par l'OMS depuis 2013. En somme, le monde académique valide l'information suivante, le MDR est en pratique une thérapie qui produit des résultats comparables au TCC, ce qui permet d'en recommander l'usage aux adultes et, avec quelques réserves, aux adolescents. Attention, s'il vous plaît, à bien comprendre ce que cela signifie. Ces résultats répétés, cohérents et de plus en plus solides, valident qu'à l'issue des séances de MDR, on note un effet thérapeutique. Dès lors, on a envie de dire « ça marche ». Oui, mais attention, parce que ce que ces données scientifiques montrent, c'est que les patients qui passent par des séances de MDR vont mieux, ok, et ça ne doit pas être confondu avec l'affirmation, la théorie derrière le MDR. Le récit, l'énoncé, l'explication qu'on en donne est validée par la science, parce que ça n'a pas été testé en réalité. Cette nuance est très importante parce qu'elle rappelle la prudence nécessaire vis-à-vis d'un traitement qui n'agit pas nécessairement comme on croit qu'il agit, et elle encourage la recherche à répondre à la question du pourquoi ça marche, comment ça marche. Parce que nous allons voir qu'avec le MDR, nous sommes dans une zone grise. C'est compliqué de se faire un avis réel, mais on va continuer. Alors bien sûr, on est très très loin de la kinésiologie, de l'éthiopathie ou de l'homéopathie, des pratiques dont l'inefficacité est pour ainsi dire avérée. Mais qu'apporte vraiment le MDR? Comment agit la thérapie? Si on ne sait pas répondre,
alors on aura bien du mal à améliorer la technique et même simplement à évaluer correctement les différentes phases du travail thérapeutique. Passons à la formation des praticiens, parce que le MDR, vous avez accès à travers des gens qui pratiquent, qui font des séances. Qui sont-ils ces gens? Comment sont-ils formés? Le site EMDR France précise les prérequis à une formation. Les candidats doivent être, ouvrez les guillemets, psychiatres, psychologues et psychothérapeutes, donc avec un numéro ADELI, internes en psychiatrie à compter de la 3e année. Donc des pros. Votre psychopraticien énergétique, il n'est pas censé pouvoir faire de l'EMDR, sauf s'il a un vrai diplôme de psychiatrie. Dans leur livre « Médecine alternative et complémentaire », qu'est-ce qui marche? Alexandra Delbo et Fabien Gouttière présentent la formation, je le cite, d'une durée d'1 an environ. Elle permet l'obtention du titre de praticien EMDR Europe, unique certification reconnue par les associations EMDR France et EMDR Europe. Ce diplôme n'est pas reconnu par l'État ou par l'ordre des médecins. De fait, aucun médecin n'est donc autorisé à mentionner ses pratiques sur sa plaque professionnelle. Il y a environ 1500 praticiens en France à ce jour. Le MDR est enseigné en France dans des instituts privés ou lors de DU, diplôme d'université, au Centre Pierre-Janet, à l'Université de Lorraine. Et là, un signal d'alerte retentit quand on constate que ce centre orienté psychothérapie intégrative propose également des formations en méditation de pleine conscience, spécialement destinées à être pratiquées avec des enfants. Une pratique dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, qui a des effets bénéfiques, mais qui a aussi des effets secondaires très sérieux, et une empreinte spiritualiste très persistante. Le fondateur du centre et enseignant EMDR, le professeur Cyril Tarquinio, que je ne connais pas, enseigne la psychologie de la santé et la psychologie clinique en Master 2, mais il est aussi formé aux techniques de cohérence cardiaque, alerte, et dans un résumé de conférence sur l'effet placebo, il déclare la chose suivante. Alors, ceux qui se disent rationnels, ceux qui ne croient qu'à la science, ceux qui, comme saint Thomas, ne croient que ce qu'ils voient, feraient bien de se remettre en question. Fin de citation. Et je trouve assez inquiétant une telle déclaration d'hostilité envers la rationalité par un professeur d'université, mais cette alerte, toute seule, est insuffisante pour juger. Évidemment, j'ajoute qu'en tant qu'intervenant, moi-même avec un module zététique à l'école doctorale de l'Université de Lorraine, j'y connais de très nombreux chercheurs de grande qualité, et c'est important de s'en souvenir. Bon, nous avons vu que la méthode produit des résultats, qu'elle est enseignée à l'université, et pourtant la controverse continue. C'est bizarre. C'est bizarre, non? Est-ce que c'est bizarre? Moi, je trouve qu'on peut considérer que c'est bizarre. Ou alors, c'est pas bizarre du tout. Rappelons-nous, le MDR est tout entière issu de l'idée que les mouvements oculaires ont un effet. Mais dans la pratique, les séances comportent également une discussion entre le patient et le praticien, une écoute et une évocation des traumatismes, ce qui ressemble à une TCC classique. Des chercheurs ont voulu isoler l'effet des mouvements oculaires en réalisant des répliques d'intervention de MDR, mais sans la partie oculaire. Résultat, suspense, pas de différence. Et ça, c'est assez étonnant quand même. C'est étonnant, mais c'est tellement étonnant que je vais vous le redire. Une pratique censée sur les mouvements oculaires produit les mêmes effets si on supprime les mouvements oculaires. Et du coup, on se demande, mais alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? En 2005, un article publié dans la revue de psychoéducation pointe de sérieux problèmes. Voici quelques extraits. Le MDR a suscité beaucoup de réactions, ce dont témoigne une vaste littérature comportant plusieurs sources de confusion, de données mal rapportées et d'interprétations erronées. Certains
y voient une résistance à la nouveauté, d'autres tiennent à dénoncer les pratiques pseudo-scientifiques qui ont marqué le développement et la diffusion de l'EMDR. En effet, 4 caractéristiques pseudo-scientifiques jalonnent le parcours de l'implantation de l'EMDR. D'abord, un pouvoir thérapeutique illimité. En peu de temps, l'EMDR a été utilisé pour le traitement d'une panoplie de difficultés psychologiques, le trouble panique, le trouble dysmorphique, la dépression, les troubles alimentaires, les dysfonctions sexuelles, la dépendance à la cocaïne, les troubles de la conduite, la gestion du stress, la jalousie morbide, le manque d'estime de soi, la douleur chronique, les problèmes de jeu compulsif, l'anxiété de performance, le trouble de l'image corporelle, les troubles de la personnalité, les troubles dissociatifs, les conséquences de l'infidélité conjugale et l'état de deuil chronique. Ce qui fait beaucoup. En contrepartie, selon Shapiro, l'efficacité de l'EMDR est indépendante de la validité du modèle théorique sous-jacent qui évolue au gré de l'avancement des connaissances concernant le fonctionnement du cerveau humain, ce qui laisse entendre que le pouvoir thérapeutique de l'EMDR est illimité, alors que dans les faits, son pouvoir explicatif est limité. Ensuite, on a un renversement du fardeau de la preuve. Je continue ma lecture de l'article. Un principe scientifique veut que plus une allégation est extraordinaire, plus les preuves qui la justifient doivent être solides. L'histoire de l'EMDR montre que la fragilité des évidences empiriques initiales contraste avec certaines affirmations. Par exemple, l'élément le plus spectaculaire de cette approche réside dans les mouvements oculaires, lesquels constituent aujourd'hui l'élément le moins responsable de l'efficacité de l'EMDR. L'EMDR s'est adapté a posteriori aux évidences empiriques accumulées en ce qui concerne le rôle des mouvements oculaires. On peut aussi s'inquiéter de la diffusion fulgurante d'une technique thérapeutique avant que son efficacité ait été démontrée et ses mécanismes d'action expliqués. En 1995, 10 000 thérapeutes étaient habilités à appliquer l'EMDR selon Shapiro. Or, la deuxième étude contrôlée portant sur l'efficacité de ce traitement n'a été réalisée qu'en 1994. En 1995, aucune étude n'avait comparé l'EMDR à un traitement cognitivo-comportemental validé. De toute évidence, la promotion de l'EMDR a devancé les données empiriques. Ce phénomène n'est pas unique dans l'histoire de la psychologie, mais il en constitue un exemple éloquent. Troisième problème, l'utilisation d'un langage hermétique. Le modèle théorique de l'EMDR repose en grande partie sur des termes et des métaphores qui n'ont aucun référent neurophysiologique précis. Par exemple, nœud physiologique et configuration neurobiologique d'un souvenir sont des termes purement spéculatifs dans l'état actuel des connaissances. Fin de citation. L'histoire de l'EMDR suscite, comme vous le voyez, de légitimes inquiétudes sur sa promotion et sa diffusion en décalage avec les données probantes. Le domaine des psychothérapies est assez mal placé pour s'estimer au-dessus des considérations épistémologiques. L'école psychanalytique, qui continue d'être très influente dans certains pays, par exemple le nôtre, est le parfait exemple d'une corporation dont le fonctionnement évoque davantage celui d'une religion que d'une discipline scientifique. C'est pourquoi il est justifié de se montrer intransigeant avec le corpus théorique qui entend nous donner l'explication des résultats observés. J'insiste sur ce point parce qu'il serait très dangereux d'oublier que la prise en charge de la santé mentale comporte des risques. Quels sont les risques avec le MDR ? En 2018, le MDR est classé par la Miviludes parmi les pratiques thérapeutiques pouvant être détournées par des mouvances sectaires. Je cite, « Non intégrée à un protocole de soins validé par les autorités de santé et exercée par des non-médecins, cette pratique
peut présenter quelques dangers en termes de mise sous emprise. J'ajoute que l'emprise est également une dérive possible quand le praticien est un professionnel de santé. Ça s'est déjà vu. Là, la différence, c'est que dans ce cas, la pratique est théoriquement encadrée et le praticien, quand il est déviant, on peut le repérer, on peut l'identifier et on peut l'écarter. Si l'ordre des médecins en France faisait le travail de protéger les patients contre les praticiens qui dérivent, qui vrillent et qui délirent. Ce qui est peut-être le cas, mais je n'en ai pas vraiment l'impression. Continuons. Brigitte Axelrad, spécialiste des faux souvenirs induits, rappelle le danger lié à l'EMDR. À cet égard, je cite, « L'EMDR postule que les troubles psychologiques proviennent d'événements traumatisants, la plupart du temps refoulés, que la thérapie va permettre de ramener à la conscience. La technique du mouvement des yeux, en suivant un doigt ou une lumière, a des points communs avec l'hypnose. Beaucoup de thérapeutes pensent que l'hypnose permet de retrouver de façon fiable des souvenirs, fiabilité qui est infirmée par des chercheurs qui travaillent sur le sujet. Un patient sous hypnose ou hypnotisé par le mouvement d'un doigt ou d'une lumière devant ses yeux devient particulièrement suggestible et peut être amené à retrouver, entre guillemets, des souvenirs d'événements qui ne se sont jamais produits, induits par le thérapeute. Elle signale aussi que dans la pratique, le MDR est souvent proposé par des charlatans. Je cite, « L'annuaire EMDR France comprend en partie des médecins et des psychiatres ou des praticiens qui se présentent comme psychanalystes, psychologues, psychothérapeutes. On trouve aussi des psychopraticiens, coachs, thérapeutes familiales, médecins acupuncteurs, hypnothérapeutes, docteurs en psychologie ou sophroanalystes. » Et là, on bascule dans le problème fondamental. Dans l'annuaire des médecines parallèles, on trouve, entre autres, un praticien EMDR qui est psychothérapeute CEP, somatothérapeute, relaxologue, sophrologue, master en rebirth et PNL, ou encore une infirmière diplômée d'État, naturopathe, iridologue et EMDR, etc. Risquez-vous vraiment d'être pris en charge par un charlatan quand vous voulez suivre une thérapie EMDR? Pour en juger, une petite requête sur un moteur de recherche m'a permis de constater une offre thérapeutique abondante et délirante. Les premières requêtes renvoient vers des personnes affiliées à l'EMDR officiel. D'accord, c'est bien, mais alors très vite quand on descend, voici ce que j'ai vu. J'ai atterri sur le site d'une psychopraticienne, master PNL, experte en coaching mental, maître praticien en hypnose ericksonienne, certifiée Reiki. Elle pratique une EMDR+. Alors cette EMDR+, ça m'a étonné, je l'ai retrouvée sur d'autres sites et on nous explique la chose suivante. Cette évolution de l'EMDR permet d'amplifier de manière positive ou négative un état présent pour modifier l'image de soi en positif ou en négatif pour se libérer d'addiction ou développer de meilleures compétences, par exemple. Super, hein? Je continue, ma recherche Google donne une autre hypnothérapeute qui propose PNL et EMDR plus Rythmo, d'accord. Ensuite, j'ai une coach de Marseille qui pratique justement le Rythmo et qui affiche des diplômes. Alors, Rythmo, c'est avec un petit R, un marque déposée bien sûr. Donc les diplômes de la dame, c'est un master en métier de l'enseignement, je respecte, une maîtrise en communication et une licence en art du spectacle, que je respecte chacun, mais je me demande en quoi ça permet d'être pertinent pour être thérapeute. Elle a également des certificats en PNL, en hypnose, en EFT et même en Access Bar. J'ai trouvé également une coach et thérapeute qui pratique l'EMDR EFT, et ça, EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Poursuivons. Une psychopraticienne certifiée, ce qui ne veut rien dire, explique, ouvrez les guillemets, « Je suis formée aux outils de thérapie brève suivantes, l'EMDR, l'hypnose ericksonienne et l'EFT. Sa panoplie comporte également la PNL et l'analyse transactionnelle.
elle exerce à Vannes. Une infirmière formée à l'hypnose propose EMDR et PNL. Plus bas, une hypnothérapeute pratique une variante, l'EMDR IMO, intégration par les mouvements oculaires. Et alors, je ne vois pas tellement en quoi c'est différent de l'EMDR de base, mais passons. Mais également le FT, la PNL et l'analyse transactionnelle. Ce qui est rassurant, c'est que cette dame a un profil sur le site psychologue.net. Quand je dis que c'est rassurant, c'était de l'ironie. Le MDR IMO a droit à son association officielle et il semble bien que ce soit une structure reconnue par la maison mère de l'EMDR. Alors on peut trouver ça rassurant ou se dire, et entre nous c'est mon cas, que décidément tout ça est très confus. C'est très confus. Ma recherche m'amène ensuite vers une sophrologue qui propose une EMDR DMS, désactivation multisensorielle, avec énéagramme, PNL, hypnose. Elle indique appartenir au syndicat des sophrologues professionnels. Est-ce que ça vous rassure? Parce que moi non. Cette EMR DMS, on la retrouve sur des tas de sites de praticiennes bardées de faux diplômes, une thérapeute holistique ou thérapeute transpersonnelle, une sophrologue formée en méthode traditionnelle chinoise pour un rééquilibrage énergétique, mais aussi en Qi Nei Tsang pour détox et revitaliser les organes, mais aussi libérer les blocages émotionnels. Une praticienne formée au rêve éveillé, libre et l'accompagnement de deuil à l'Institut Cassiopée, un institut qui délivre des certifications en sophrologie, hypnose, réflexologie ou énergétique. Je reviens à ma première recherche initiale EMDR et je trouve un couple de psychopraticiens qui a en vitrine la thérapie en hypnose, la PNL, la neurothérapie, le MDR, le Reiki, l'hypno-natal et la thérapie de couple. Super. Apaiser la dépression et les troubles de l'humeur avec la sophrologie et le MDR promet le site d'une dame qui se dit spécialisée en périnatalité, pratique le MDR DCMO, encore une variante, qui affiche tout un tas de certificats en croyant peut-être qu'il s'agit de diplômes reconnus. Est-ce qu'elle est dupe d'elle-même ou pas? Je ne sais pas. Regardons ce que c'est que le DCMO. Je cite, DCMO est plus puissante. Elle vous permettra d'apaiser et guérir en profondeur, se déployant sur 3 axes, corps, conscience, relation. Nous promet le site DCMO.fr. Le MDR DCMO, qui est une marque déposée, désensibilisation des charges émotionnelles, a été inventé par un praticien en facilitation émotionnelle et relationnelle qui semble n'avoir aucune formation en santé, ce qui ne l'empêche pas de vendre des formations certifiées Calliope. Parce que Calliope, c'est toujours très fiable. Je retrouve ce DCMO sur le site d'une sophrologue certifiée RNCP, parce que tout est lié. Le site Tresalib me propose de trouver les 10 meilleurs praticiens en EMDR DCMO près de chez moi. Alors je regarde, ça consiste en 8 sophrologues, 4 hypnothérapeutes, 5 psychopraticiens et quelques autres profils du même tonneau. Sur le site d'une sophrologue membre de la Chambre syndicale de sophrologie, j'apprends qu'il existe une formation DCMO relationnelle avec le petit R de marque déposée qui permet de, je cite, dépasser les limites de DCMO dans les cas complexes, nous dit le site DCMO.fr qui vend cette formation supplémentaire. Poursuivons la navigation chez une praticienne en relation d'aide psychocorporelle, psycho-énergéticienne et somatocoach. Le petit C, c'est pour copyright. Certifié. J'apprends qu'il existe une libération émotionnelle par le mouvement oculaire. Ça, c'est le LEMO, L-E-M-O, c'est nouveau, c'est bien, qui est une technique issue de l'EMDR. On est ici entre de bonnes mains, puisque la dame pratique aussi la sophrologie, la chromothérapie, la numérologie et l'hypnose. Le MDR est très souvent dans la liste des nombreuses compétences de praticiennes du Reiki. Alors, passons en revue des gens qui font du Reiki. Vous allez voir, je vais pas trop commenter, je vais juste vous montrer et vous allez vous faire un avis
tout seul, c'est le plus important. Voilà. En gros, je fais vos propres recherches. Alors, celle-là, dans le Jura, pratique Access Bar, bioanalogie, PNL et thérapie symbolique. Celle-ci, à Paris, donne dans la méditation, la thérapie quantique et l'équilibre énergétique. Cette autre, certifiée RNCP, de l'Institut de formation à la sophrologie, l'IFS, s'est récemment formée en lithothérapie, bioénergétique, ainsi qu'en communication animale. Ce quatrième, à Tarbes, spécialisé en médecine complémentaire intégrative depuis plus de 15 ans, maîtrise en hypnose ericksonienne, donne des consultations EMDR, il a un diplôme d'aide-soignant. Je découvre ensuite une psycho-énergéticienne intuitive, psychanalyste jungienne, EMDR, enseignante Reiki, formatrice de l'IFPIA. L'IFPIA, c'est quoi? C'est l'Institut de formation en psychologie intuitive appliquée, qui fait la promotion d'une autre variante, l'EMDR transpersonnel, mais aussi de la psychogénéalogie et d'autres joyeusetés. Notre experte polyvalente pratique également la médiumnité. Ensuite, une psychopraticienne de Brest pratique hypnose et EMDR DSA. DSA, c'est désensibilisation par stimulations alternées. Mais aussi le Reiki, bien sûr. Elle affiche fièrement ses certificats. Passons-les en revue parce que c'est beau, pour la beauté. Certifiée psychopraticienne par Praxisa, psychologie générale. Certifiée praticienne en hypnose ericksonienne et thérapeutique par l'ATMA. Certifiée praticienne en sevrage tabagique par l'ATMA, toujours. Certifiée praticienne en EMDR-DSA par qui? Par l'ATMA. Certifiée praticienne en art-thérapie par MF et certifiée Reiki par Christine Champagne, maître enseignante de Reiki Usui. Et elle précise que Atma, Praxisa et MF sont certifiés Calliope, attestant la qualité des formations et des accompagnements proposés. Calliope, ça sanctionne le fait que la formation répond à des critères de logistique, de présentation, et c'est pas du tout la preuve qu'il y a une qualité interne, intrinsèque, quelconque dans la formation, et je crois que ça, c'est un sérieux problème. Calliope, il y a un problème dans la manière dont votre certification est utilisée pour valoriser, prétendre que les contenus ont de la valeur. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais peut-être qu'il faudrait le faire, parce que là, on a du charlatanisme qui porte votre sceau, qui est utilisé pour le valider, et vous ne devriez pas avoir envie que ça se produise. Continuons notre foire à la saucisse, le site perfactive.fr, qui permet de prendre des rendez-vous avec des praticiens, m'offre le profil d'une praticienne en gestion mentale, psycho, énergéticienne, coach et hypnothérapeute, accompagnement et hypnose périnatale, praticien en psychothérapie, coaching, hypnose, EFT, analyse transactionnelle, thérapeute, psychocorporelle, psycho-énergéticienne, accompagnante du bien-être de l'enfant. Praticienne EFT, magnétiseuse, cabinet paramédical, coach certifié en développement personnel et évolution professionnelle, rebootologue, réactivopathe, formatrice, psychologue clinicienne et psychothérapeute, hypnothérapeute, praticienne EMDR, thérapeute holistique énergéticienne, accompagnante holistique énergétique traditionnelle, chinoise, Reiki, Qigong, consultante, formatrice en savoir-être, gestion du stress et des émotions, aromathérapie et soins. 80 € la séance! Cette dame travaille en maison médicale dans le 78. Est-ce qu'il y a une sophrologue dans la salle? Sur le site Annuaire Thérapeute, quand je tape EMDR dans mon département, tout ce que j'ai, c'est une sophrologue et un praticien EFT. Et si jamais je cherche une formation EMDR, peut-être que là, quand même, il y aura du ménage qui sera fait, et bien, je trouve très très vite le site de Formathérapie qui propose de former des psychopraticiens en santé intégrative au milieu d'un catalogue de formations en sophrologie, aromathérapie, naturopathie, phytothérapie, cohérence cardiaque, réflexologie, coach de vie, EFT, PNL, ... Je cite l'Institut IPFP, Intuitive Process Formation Professionnelle,
vous convie pour participer à une formation professionnelle en REC-SO, REC-SO, proche EMDR reconnue par l'État, professionnalisante et finançable par Pôle emploi. Formation assurée par une praticienne hypnose PNL, propagatrice de bonne humeur, et par un psychologue, sexologue et prof en psychopathologie, et ouverte apparemment à tout le monde. Je finis avec Néopraxis, qui propose une formation certifiée Calliope, GEST-EMDR, avec les logos habituels, qui ne demande que 14 heures pour avoir un certificat de praticien GEST-EMDR. Je suis désolé pour cette énumération, sachez qu'elle aurait pu durer encore bien plus longtemps, mais elle était nécessaire. Avant de vous rappeler ce qui était précisé au début de la vidéo, à savoir que l'EMDR est réservé à des professionnels de la santé mentale, ouvrez les guillemets, psychiatres, psychologues et psychothérapeutes, avec numéro ADLI, internes en psychiatrie à compter de la 3e année. Ce garde-fou du fait que EMDR est censé être réservé à des gens qui, par ailleurs, suivent un cursus qui est professionnel, ce garde-fou-là, il disparaît. Je ne le vois nulle part. Il a absolument disparu quand moi, je cherche à consulter ou à me former à l'EMDR. Et donc, on a deux problèmes. On a ce que dit la science, la littérature, sur l'efficacité ou non de la pratique. Et vous voyez que il se passe quelque chose, il y a une efficacité. Et puis, qui j'ai en face de moi lorsque je consulte? Ou qu'est-ce qui se passe quand je veux me former à cette pratique? Donc nous sommes face à une palanquée de vendeurs d'huile de serpent qui exercent dans ce qui ressemble à une illégalité totalement décomplexée et que personne ne relève apparemment. J'en conclus, et c'est grave, que le public qui a recours à l'EMDR, quand bien même la technique présente des résultats scientifiquement prouvés, court un risque absolument gigantesque d'être traité par un ou une charlatan. Est-ce que c'est normal? Je ne fais que poser la question. Passons à la conclusion. Le cas de l'EMDR est différent de celui des autres pratiques de soins non conventionnelles que nous avons évoquées précédemment. Il y a des différences. D'abord, l'indication thérapeutique en elle-même. Alors, on a vu qu'il y avait plein de déviations, plein de risques, plein de problèmes, mais fondamentalement, il y a beaucoup de gens qui la pratiquent en limitant son action à la réponse au stress post-traumatique. Et quand c'est fait dans ce cadre-là, par des pros, moi, j'ai pas de critique à formuler. Ensuite, on a vu, les données scientifiques existent, elles sont positives. Il y a plus de 20 000 études, elles vont en gros dans le même sens. Le niveau de preuve reste limité, malgré tout, c'est frustrant. Mais ils sont là, la pratique produit des résultats. On est loin des pratiques complètement folles qu'on a pu voir auparavant. Et 3, la formation est globalement encadrée et réservée à des professionnels déjà habilités à effectuer des psychothérapies. Mais on a vu que cette formation EMDR pure, elle était totalement noyée dans un bain gigantesque de pratiques et de formations complètement fuckées. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent? Et puis, à côté de ça, il y a quand même des ingrédients de pseudosciences pure et dure. L'origine, racontée sur le mode de la révélation à Madame Shapiro, ça sent pas très bon. Ça, c'est un ingrédient qui doit nous alerter. Et puis, il y a tout un édifice théorique qui est construit, qui est bricolé à la traîne des résultats et qui ont vite invalidé, en fait, la spécificité de la technique, le mouvement oculaire. Et ça, c'est un peu fou parce que c'est dans le nom de la technique, c'est dans l'histoire, dans la genèse, dans la légende initiale, et en fait, ça disparaît. Et donc ça montre qu'il y a un problème et que la pratique telle qu'elle existe, elle n'est pas arrivée à une forme mature, pour dire les choses de manière soft. Que vaut vraiment le MDR? Eh ben, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas trop vous dire. La théorie est imprécise, elle est douteuse, on ne sait pas vraiment isoler ce qui marche dans la pratique, mais les résultats scientifiques existent. De toute évidence,
c'est une pratique qui peut aider les patients. Maintenant, les praticiens sont-ils bien formés? Peut-on s'assurer de l'absence de porosité envers des pratiques ésotériques et antiscientifiques? Les professionnels donnent-ils au public les moyens de distinguer un bon praticien d'un charlatan? Voilà des questions qu'il faut garder à l'esprit au moment de choisir une thérapie, parce que ce sont ces questions-là qui permettent de savoir si on peut faire confiance. Et la question du soin est toujours, in fine, une question de confiance. Ce qui marche le mieux dans les thérapies alternatives, lorsque rien dans le corpus théorique ne permet que ça marche, c'est la confiance qui existe entre le praticien et entre le soignant et le soigné. De tous les effets contextuels, celui qui est le plus puissant, c'est la confiance. Et donc une pratique comme l'EMDR, si de fait elle produit des résultats qui sont réels, elle ne peut pas le faire en négligeant la question de s'assurer qu'on puisse avoir vraiment confiance dans ceux qui pratiquent cela. Ce serait un calcul terrible que de se dire on continue à faire ce qu'on fait et puis ceux qui font de l'EMDR variante ésotérique à côté, on s'en occupe pas. Vous avez le devoir, chers praticiens de l'EMDR, que votre pratique, on puisse en reconnaître les bords, les limites. Si rien n'est fait chez vous, si quelqu'un va se faire soigner mal et meurt à cause d'un EMDR XK+, votre responsabilité morale, elle est engagée. Pour le pénal, ça ne me concerne pas. Mais pour le moral, attention. Et donc moi je pense que l'EMDR est une pratique qui pourrait nous surprendre en tant que sceptique. J'ai commencé par être totalement sceptique sur cette thérapie et à penser que c'était du flan comme le reste. Et puis j'ai lu et j'ai été étonné, comme vous peut-être, de voir qu'on avait des résultats. Mais ce n'est pas suffisant. J'espère que dans plusieurs années, quand je serai amené à reparler de cette thérapie, ce sera pour vous dire « bonne nouvelle !» Ils ont fait le travail, ils ont fait évoluer telle ou telle chose dans leur pratique, dans leur communication, et maintenant, on peut distinguer un praticien sérieux d'un charlatan. Aujourd'hui, ce n'est pas un truc que je peux dire, malheureusement. Là-dessus, faites-vous votre propre opinion, évidemment, faites vos propres recherches, documentez-vous. Merci beaucoup si vous soutenez le travail de la Tranche en Biais via les plateformes de financement, les liens sont dans la description. Sans votre soutien, pas le temps de faire les vidéos, donc merci beaucoup. Pensez à partager les vidéos si elles vous paraissent utiles et à consulter les autres vidéos de la chaîne, il y en a beaucoup. Et là-dessus, prenez soin de vous, des bisous si c'est votre truc, et à très bientôt.